Cette fois-ci, c'est la bonne, on redémarre, on reprend nos échanges. Merci de bien vouloir prendre place. Donc, une après-midi d'échange avec un premier focus. On poursuit en fait nos débats de la fin de matinée sur l'accompagnement des entreprises, des TPME, avec un grand témoin, Renaud Petit, qui est spécialiste de l'accompagnement des TPME. S'il vous plaît, ceux qui sont encore debout, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Merci de bien vouloir prendre place. Voilà, c'est parfait comme ça. Renaud Petit, qu'on accueille. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors Renaud Petit, je vais vous laisser vous présenter parce que ça fait des années, vous avez plusieurs casquettes et des années, des décennies même que les structures dans lesquelles vous évoluez accompagnent les TPME. Absolument. D'abord, je voulais remercier pour cette invitation, de pouvoir témoigner du travail qui a été fait depuis un certain nombre d'années, et puis remercier l'organisation qui est super accueillante, et de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Donc, je suis Renaud Petit, directeur de programme à l'ISEOR, qui est un institut de recherche en socio-économie et qui est en lien avec l'université Jean Moulin Lyon 3. Et je suis également maître de conférence à l'IAE Lyon, donc la faculté de gestion de l'université Jean Moulin Lyon 3. Et je suis également responsable d'un Master 2 en alternance sur la RSE. Voilà. Bon, ben voilà, c'est plutôt un peu dans le sujet, un tout petit peu, enfin beaucoup dans le sujet. Alors, dites-nous en plus sur l'ISEOR, donc cette structure qui accompagne beaucoup de TPE, PME et notamment, surtout, on va dire, sur le champ des entreprises de l'OPCO-EP. Absolument. Donc, l'ISEOR a été créé en 1975, donc nous sommes dans le 50e anniversaire, qui a accompagné des TPE. Alors, ça a commencé dans les débuts des années 2000, entre 2000 et 2010. Il y a eu un accompagnement de 500 offices de notaires, hein, avec le Conseil supérieur du notariat. Puis après, en 2015, on a accompagné entre 2015 et 2020 à peu près 350 TPE, plutôt en profession libérale. Et puis à partir des années 2020-2021, notamment dans la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été à l'initiative de beaucoup de création de groupes. Et là, on a accompagné 150 TPE de proximité depuis lors. Voilà. C'est un accompagnement sur la stratégie. Est-ce que ça se rapproche beaucoup des appuis conseil RH et des prestations de conseil RH dont on a beaucoup parlé ce matin? Oui, ça s'en rapproche. La distinction qu'on pourrait faire, c'est notre positionnement. Nous, on appelle ça des recherches-interventions, c'est-à-dire ça dure 10 mois. Et en fait, il y a une partie collective, hein, donc c'est des représentants d'entreprises de proximité, c'est des groupes de 7 entreprises. Et il y a une partie collective où là, on va traiter de thématiques de gestion et de management. Et puis, entre ces séances collectives, il y a des séances nous, on qualifie d'intra, c'est-à-dire qu'on va visiter l'intimité organisationnelle des TPE. Donc, on va faire un diagnostic avec elles, une restitution de diagnostic, un calcul de coûts cachés, j'y reviendrai peut-être après, et puis des séances de groupe de projet. Mais en fait, on les accompagne, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous une forme de conseil à proprement parler. On est là pour les amener à prendre des décisions, mais en aucun cas on les prend à leur place. Donc, si on pose des questions sur faut-il embaucher quelqu'un, faut-il faire tel type de formation, on va les amener à prendre la décision, mais on ne va pas leur dire c'est bien ou c'est pas bien, puisqu'on connaît pas nécessairement leur secteur, leur histoire, le territoire dans lequel ils sont de manière approfondie, pour éviter de faire des impairs. Comment ces entreprises sont identifiées? Alors elles sont identifiées par les conseillers OPCO, qui font un travail extraordinaire sur le fait de bien expliquer cette démarche, ce qui est le cas en l'occurrence sur Auvergne-Rhône-Alpes et puis sur Occitanie actuellement. Et donc ils expliquent bien cette démarche et ils arrivent à toucher un public intéressé et motivé pour le faire en fait.
Est-ce que vous avez retrouvé dans l'accompagnement que vous proposez à ces entreprises un certain nombre de constats échangés ce matin? Est-ce que vous vous y retrouvez globalement? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte dans le premier contact avec l'entreprise où il y a beaucoup de mutations, d'éléments stratégiques qui sont en jeu, dont parfois, souvent, la transition écologique et énergétique? Alors, bizarrement, de manière directe, y a pas, on n'a pas ressenti une construction stratégique centrée sur le développement et la transition écologique, mais on a constaté qu'il y avait beaucoup d'actions qui n'étaient pas fléchées ou perçues comme telles. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que disait Arnaud Muret ce matin, c'est-à-dire qu'ils font un peu de prose sans le savoir, et ils ont du mal à le mettre en avant. Et en fait, lorsqu'on leur parle de la RSE ou lorsque on leur donnait des informations sur ces aspects-là, sur les normes écologiques par exemple, ils pensaient que c'était propre aux grandes entreprises et qu'ils pouvaient s'en dédouaner, mais pour autant ils faisaient beaucoup de choses néanmoins. Qui pouvaient s'en dédouaner parce qu'ils n'avaient pas Exactement. forcément En fait, conscience que pas les normes ou les réglementations concernaient toute taille d'entreprise c'est ça. à certaines échéances ou d'ores et déjà. Et c'est peut-être un problème de vocabulaire ou de sémantique, hein. Ils ne la considèrent pas comme ça et ils font plutôt des actions. Alors les circuits courts par exemple, on le constate très bien. Il y a des branches aussi qui sont bien plus avancées en la matière, mais par exemple les architectes, on a vu, parce que leur construction, les clients, les normes, il y a une attente très claire, hein, de suivre ces normes écologiques. Après, on en discutait tout à l'heure avec ouais, vous êtes là. Notamment sur les notaires. Alors les problématiques sont complètement différentes. Les notaires, on leur demande de faire moins de papier, mais légalement, ils ne peuvent pas détruire des papiers qui sont au sceau de l'État. Donc les problématiques sont un petit peu différentes. Alors ils commencent à proposer, hein, par exemple, des titres de propriété, des choses comme ça, qui sont dématérialisés, sans forcément qu'il y ait la version papier, mais on se doute que voilà, c'est un lent cheminement. Donc l'entrée finalement, et ça prolonge nos échanges de ce matin, elle n'est pas écologique, elle est d'abord économique. Entrée économique ou entrée énergétique. Quels sont les freins quand vous commencez à évoquer avec ces TPE? Quels sont les freins qui peuvent être associés au fait d'aborder un certain nombre d'enjeux liés à la TEE? Alors le premier frein qu'on rencontre, c'est la différence entre le temps productif et le temps improductif, considéré comme tel. Quand on dit temps productif, c'est le temps qui va générer du chiffre, du résultat immédiat, on va dire ça comme ça. Et le temps qui est dédié soit à manager des équipes pour qu'ils mettent en œuvre un certain nombre de problématiques RSE. Et c'est au détriment parfois d'aspects financiers. Et en fait, on se rend compte que ce temps peut être trouvé facilement dans les entreprises, puisqu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de nous ce qu'on qualifie de dysfonctionnement, c'est-à-dire des différences entre un fonctionnement attendu et un fonctionnement réel sur la manière dont ils organisent leur travail. Et puis lorsque donc c'est les fameux coûts cachés. C'est ça. Alors les coûts cachés, prenez-nous une illustration sur un champ donné, une entreprise donnée. C'est quoi ces gisements de temps qui peut permettre de dire à des TPE, mais vous hésitez à envoyer en formation une journée votre salarié, mais vous pourriez en récupérer plusieurs sur tel et tel sujet. Alors, on a plein d'exemples. On a plein d'exemples très concrets. Hein. Si vous avez une agence d'architecture ou de notaire, ils ont un problème informatique, un problème de serveur, tout le temps passer à attendre que quelqu'un vienne le dépanner, soit en interne, soit en externe. Ça peut être une boulangerie où la caisse enregistreuse automatique ne fonctionne plus. Là, il va falloir reprendre la bonne vieille méthode de tracer l'achat de pain ou de viennoiserie, et en même temps de gérer le stress des clients, enfin la pression donnée par les clients. Donc, mis bout à bout, donc il y a plein d'autres problématiques comme ça, hein, la gestion des matières premières, de l'achat, la logistique n'est pas toujours au rendez-vous. Et en fait, la somme de tout ça génère quand même pas mal de déperdition de valeur. Et bizarrement, ce sont des choses qui ne sont pas mesurées. D'où le terme coût caché d'ailleurs, ça apparaît pas dans une comptabilité classique, mais surtout, c'est pas mesuré. Donc en fait, on va les amener à se dire, on a des problèmes avec la recherche de documents, notre réseau informatique, et puis on constate que ça arrive tous les jours, ou ça arrive plusieurs fois par semaine.
Et puis, ça concerne 5 personnes. Et puis, ça se déroule tout au long de l'année. Donc, on peut arriver à la gestion de dysfonctionnement de presque une journée par semaine, par personne, parfois dans certaines TPE. Donc ça, c'est le travail que vous faites. C'est-à-dire que vous essayez de quantifier et de mesurer pour faire apparaître un coût en ETP, en journée perdue. Alors, c'est même plus subtil que ça. C'est-à-dire que c'est pas nous qui observons, on les fait parler. Donc les données, elles viennent d'eux, c'est-à-dire elles viennent des acteurs, hein, et donc c'est une méthode globale. Donc c'est les gérantes, les gérants et l'ensemble des collaborateurs. On les met autour d'une table et on leur dit, bah voilà, vous avez dit que vous aviez des problématiques sur telle activité. Eh bien, quelles sont les conséquences sur la gestion de vos ressources? Et on constate que 70% des coûts cachés environ, ce sont des surtemps, c'est-à-dire des temps supplémentaires à effectuer les activités. Et puis, il constate que ces temps-là, ils pourraient être réalloués à autre chose. Réalloués à de la formation, par exemple. Voilà. Réalloués à des réflexions stratégiques et autres que de le faire sur le coin d'une table entre deux clients, voilà, de le faire dans de bonnes conditions. Et on constate que ces temps-là amènent une valeur ajoutée quand même non négligeable. Mais le fait de le mesurer et qu'ils le mesurent ensemble, en fait, ils se mettent d'accord sur le fait que oui, c'est un dysfonctionnement reconnu par l'entreprise, ou non, c'est un choix, alors qu'on va dire stratégique, même si le mot, ils n'aiment pas trop utiliser le mot au départ. Mais en fait, oui, il y a des choix qui sont faits. Et donc, il faut aussi expliquer aux salariés que oui, voilà, c'est un choix stratégique de la gérante ou du gérant de passer ces temps-là à cette activité. Oui, et dès lors que finalement ce constat-là est posé et que c'est mesuré, il y a une ouverture d'esprit plus importante par rapport à des enjeux stratégiques, oui, notamment la gestion des mutations. C'est ça, et en fait, comme ils ont exprimé les problématiques, ils ont reconnu ensemble le fait que ça dégradait l'utilisation de certaines ressources, et notamment certaines ressources temps, eh bien, à un moment donné, ils arrivent à se mettre d'accord sur voici quels sont les temps qu'on va utiliser pour améliorer ou pour amener des activités stratégiques, où on se dit, voilà, finalement, on peut très bien faire 2 jours de formation pour 5 personnes. En fait, nous avons ce gisement-là chez nous, en fait. Au lieu de faire des formations en interne, à droite à gauche ou par Internet, en fait, on peut se le permettre de le faire dans de bonnes conditions et ça concourt aussi à développer leurs compétences. Sur quel type d'aspect est-ce que vous travaillez avec les TPME en lien avec la transition écologique énergétique? Quels sont les enjeux qui les mobilisent le plus lorsque vous leur proposez un certain nombre de sujets stratégiques à aborder? Alors, ces derniers temps, donc depuis 2020-2021, en fait, l'enjeu, c'est la gestion du coût énergétique. Donc, c'est la porte d'entrée première de dire il va falloir faire quelque chose. Et la deuxième idée, elle est commerciale. Je vous donne un exemple sur une boulangerie, par exemple. C'était un couple de boulangers qui étaient sur un territoire, hein, c'était un village. Et dans le village, il y avait un projet de promotion immobilière. C'était 100 ou 200 maisons de lotissement. Et en fait, ils se sont rendus compte que, comme c'est à la périphérie d'une grande ville, en fait, ça allait faire venir des familles un peu monoparentales. Et donc, ils allaient demander des pains un peu spéciaux. Et donc, en fait, ils se sont dit, il va falloir un peu prendre du temps pour un peu changer notre gamme de pains, de montrer que c'est du circuit court, d'aller voir d'autres fournisseurs qui ne sont pas très loin et de pouvoir proposer une gamme différente. Voilà. De quelle manière, lorsque vous travaillez avec les entreprises, vous leur proposez d'embarquer les salariés et de mettre certains enjeux en discussion de manière collective, sachant qu'il y a parfois des freins, vous me l'avez dit lors de notre échange préparatoire, où lorsqu'on dit on va générer une discussion avec les salariés, les dirigeants peuvent craindre que des sujets sensibles comme celui de la rémunération viennent sur la table. Alors, d'un point de vue écologique, sur les sujets écologiques, le gérant, c'est pas nécessairement celui qui. Alors, ce qu'on a rencontré, toute proportion gardée, c'est pas celui qui, au départ, a une vision écologique très prononcée.
mais c'est plutôt ses salariés, en fait. Le tout est de savoir si il va les écouter ou s'il a le temps de le faire. Parce qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer la pression de leur quotidien, et la pression du quotidien de tous, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont avoir l'esprit et le temps nécessaire pour songer à ces innovations. Et les innovations viennent souvent des salariés qui sont parfois un peu plus militants d'un point de vue écologique, mais militants dans les actions en interne. Ça ne veut pas dire qu'intellectuellement ils ne le sont pas, parce qu'ils le sont tous d'une certaine manière. Mais c'est comment je vais le mettre en place dans l'entreprise. Donc en fait, on s'est rendu compte que c'est les initiatives salariées qui sont plus à l'origine de changements et de décisions stratégiques au niveau des TPE. Et c'est même eux qui vont amener le gérant à dire bah oui, on va le tester, on va le faire ou on va le mettre en place. D'où la possibilité après de mettre en place des groupes de travail, des groupes thématiques, d'avoir un salarié qui peut être un peu moteur, faire des recherches sur un sujet particulier, de confier des responsabilités ou des travaux particuliers pour embrayer sur un ou plusieurs sujets. Oui. Alors on l'a vu d'un point de vue académique, pardonnez-moi du côté un peu académique, je fronçais pas les sourcils. Les recherches, quand on parle de TPE, elles portent d'abord sur l'entrepreneuriat, l'artisan ou le gérant. Comme si on faisait abstraction de l'équipe qui générait aussi de la valeur dans ces TPE. Les deuxièmes recherches qu'on constate d'un point de vue académique, c'est qu'on va vraiment faire des recherches très spécifiques sur des TPE très particulières sur un secteur d'activité. Et les autres types de recherches, c'est les TPE, grosso modo, c'est des petites PME. Donc il y a une sorte de... la TPE, c'est finalement pas une entreprise complexe, alors que nous, on a constaté véritablement que plus on les accompagne, plus on constate qu'elles sont très complexes. C'est-à-dire qu'il y a exactement les mêmes prérogatives, ou en tout cas les mêmes activités qu'une grande entreprise, mais d'une manière un peu miniaturisée, à différentes échelles. Mais pour autant, c'est tout aussi complexe. C'est-à-dire que les gérants et les collaborateurs, ils ont les mêmes problématiques, les mêmes particularités. Et donc, c'est la raison pour laquelle la force de la TPE, c'est qu'on peut avoir un lien très clair entre salariés et gérants, et puis les mettre autour de la table assez facilement pour qu'il y ait alors, pardonnez-moi l'expression, une certaine intersubjectivité contradictoire, c'est-à-dire la perception de l'ensemble du travail qui est vue de manière différente. Et en fait, lorsque vous partagez les différences de point de vue, on arrive à une recherche et à un consensus général et une construction d'action. Renaud Petit, vous avez contribué à coordonner un ouvrage que j'ai entre les mains, mais qui n'est pas encore disponible dans les librairies spécialisées, il le sera en juin, qui s'appelle Vitalité et prospérité durable des très petites et moyennes entreprises. Et en fait, c'est le résultat de 50 ans de recherche-action, 50e anniversaire de la création de l'ISEOR, avec un certain nombre de contributeurs, une vingtaine de contributeurs, avec un certain nombre de chapitres. Dans les tout derniers chapitres, vous évoquez deux sujets qu'on évoque assez peu finalement. C'est celui de l'interconnexion entre la TPE ou la PME et son territoire, et de la coopération inter-entreprise sur le territoire. Et ces deux sujets-là, vous les rencontrez assez régulièrement, parce que quand vous organisez des démarches collectives avec 6-7 entreprises de branches parfois différentes, avec des enjeux très différents, elles pensent souvent au démarrage n'avoir pas grand-chose à voir, à faire les unes avec les autres. Oui, alors, on a été surpris, parce qu'au départ, les groupes qu'on avait réalisés, ils étaient sur un secteur d'activité identique. Donc, on a fait des groupes d'officines pharmaceutiques. Et en fait, la particularité de leurs échanges, lorsqu'ils sont entre pairs, on va dire ça comme ça, c'est qu'ils ont une tendance à parler des particularités de leur métier. Et lorsque on met des secteurs d'activité différents sur une même table, les échanges portent sur la manière de faire un métier. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils constatent qu'ils ont des problématiques un peu identiques, notamment d'un point de vue stratégique. Je vous donne un exemple. Je fais un peu de teasing parce que c'est aussi le titre de ma thèse, mais c'est les problématiques d'attractivité-fidélisation. Et ils se sont rendus compte que ce n'est pas lié à un secteur d'activité, c'est un mode de fonctionnement où il y a des difficultés qui sont vraiment très, très larges. Alors l'attractivité-fidélisation, ça existait déjà dans les années 2000, mais pour des secteurs très très particuliers, et notamment les secteurs qui
amenait une pénibilité physique du travail. Oui, et aujourd'hui, c'est presque tous les secteurs. Absolument. Quels sont les leviers, dernière question, les leviers de coopération territoriale sur un bassin d'emploi, sur un lieu donné, de mutualisation entre TPE? Alors, c'est un rêve de chercheur et d'intervenant, c'est de pouvoir, au-delà des interconnexions qu'il peut y avoir sur des TPE, mais c'est d'arriver à mesurer en tout cas la valeur et la vitalité que vont générer un réseau de TPE sur un territoire donné. Donc ça peut être une ville, ça peut être un arrondissement de ville, et donc de voir ce que peut amener ce réseau de TPE, quelle que soit finalement son activité, par rapport à l'attractivité que ça va donner sur le territoire et inversement, c'est-à-dire ce que le territoire amène pour cette vitalité-là. Oui. Et donc c'est l'objet de futures recherches. Ça n'a jamais été mesuré. Le rêve étant de mesurer des coûts cachés sur l'interconnexion des TPE avec le territoire. C'est-à-dire ce que dégrade comme performance possible la disparition d'une TPE sur un territoire et ce qui amène sur un territoire l'arrivée de plusieurs TPE. Et je terminerai aussi sur le fait que ça existe un peu déjà, notamment par des associations de commerçants, hein, ça existe beaucoup les associations de commerçants, mais parfois il y a les associations de commerçants, puis après il y a les autres métiers. Il y a les métiers du droit, il y a les métiers de la santé qui sont aussi sur ce territoire, mais ils ne travaillent pas ensemble. Et donc je reprends vos propos d'ailleurs. Et l'idée, c'est quand même de mettre en connexion sur un territoire donné différentes branches, mais c'est bien sur le territoire que ça joue à deux titres. Le premier, c'est les premiers acteurs, et puis surtout, ils ont une force d'information et de remontée d'information qui serait très utile pour les décideurs publics, hein, pour avoir des données ou des informations claires sur ce que peut créer une TPE et un réseau de TPE a fortiori sur le territoire. Ouais, en ayant une approche transverse, ça va être l'un des sujets de notre séquence suivante. Merci beaucoup, Renaud Petit. Merci.